Je vais vous donner 12 conseils qui vont vous permettre de vibe coder un projet de A à Z, et ce jusqu'à la mise en prod. Oui, oui, si vous les suivez correctement, vous devriez pouvoir mettre en prod. Et si vous avez besoin de savoir exactement comment ils s'appliquent, on en reparle en fin de vidéo. Bien préciser que ces conseils sont valables pour le mode agent de Cursor, le mode agent de Windsurf ou pour Claude Code, mais personnellement, j'utilise Cursor et je suis habitué à l'utiliser. Donc les exemples proviendront plutôt de Cursor, et si vous utilisez Cursor, vous aurez à peu près le même résultat que moi a priori. Conseil numéro 1, et c'est le plus important. Bon, le vibe coding ça fait rêver, on se dit trop bien, je vais ouvrir Cursor, Lovable, je vais juste taper les requêtes au fil de l'eau comme ma pensée me vient, et c'est bon, ça va faire de la magie, je vais me retrouver avec un produit incroyable. Mais en vrai, ça marche pas comme ça. Et si vous faites ça, vous allez juste donner raison aux gens qui vont commenter cette vidéo en disant le vibe coding ça marche pas. Le jour où tu dois mettre en prod, c'est pété, nanan, on connaît, vous avez juste à lire les commentaires, vous aurez plein d'exemples de ces messages. Vous devez absolument préparer le terrain avant. Pour ça, vous allez devoir utiliser un modèle de raisonnement complexe, et j'expliquerai un peu plus en détail dans le conseil numéro 4 à quoi ça correspond exactement. Ce que vous devez retenir pour ce conseil, pour préparer le terrain, c'est que le plus important, ça va être de définir un PRD, donc un Product Requirement Document, qui va rassembler un peu toutes les fonctionnalités que vous voulez dans votre solution, qui va permettre de définir tout le fonctionnel et comment ça doit fonctionner. Et pour ça, vous avez besoin d'interagir avec un modèle de raisonnement complexe. Le second document qui va vous être très utile pour tout ça, c'est le document qui va définir la stack technique. Donc dans ce document, vous allez interagir avec votre modèle de raisonnement complexe pour définir les technologies qui vont être utilisées pour construire votre produit. Donc ça peut être par exemple voilà, un produit en Next.js, utiliser des librairies spécifiques pour le design, etc. Et le fait d'avoir cette stack technique qui est déjà définie, ça permet à votre IA de ne pas en sortir et de ne pas rajouter des librairies ou des composants qui vont être inutiles et qui vont alourdir votre projet inutilement, parce qu'au final vous pouvez faire ces choses avec la stack technique que vous avez définie par défaut. D'ailleurs parfois, on va vous conseiller une stack technique qui peut vous paraître un peu datée ou pas très hype, parce que vous êtes au courant qu'on parle de Next.js, on parle de même sûrement de choses encore plus récentes, encore plus hype en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez des technos plus anciennes, l'IA sera parfois plus à l'aise parce qu'il y a plus de données, et donc finalement c'est pas une mauvaise chose d'utiliser des technos un peu anciennes parfois. Et un autre des points, ça va être que vous allez demander de créer un plan d'implémentation qui va permettre vraiment de réfléchir à chaque étape d'implémentation de votre produit. Ce plan d'implémentation, vous allez devoir demander à votre modèle de raisonnement complexe de le construire de lui-même, donc en vérifiant quand même qu'il n'y ait pas de grosses énormités. Mais en général, ce qu'il va faire, c'est que dans les premières phases, il va construire un peu la technique pour que vous ayez la bonne architecture, etc. Et après, vous allez commencer à implémenter les fonctionnalités au fur et à mesure dans un ordre qui est plutôt logique et cohérent. Et ce dont vous avez à coup sûr entendu parler si vous êtes intéressé au vibe coding, c'est les Cursor Rules, les Windsurf Rules, je suis pas sûr du nom. Et pour Claude Code, je sais même pas trop comment on fait, peut-être avec des documents en .md. Mais les Cursor Rules, c'est ce qui va permettre à votre cursor de savoir comment il doit coder, donc c'est lui donner du contexte sur comment il doit coder effectivement votre site. Et ça c'est pareil, on va pas les construire de zéro, on va lui donner tous les documents qu'on a créés préalablement, donc dans Cursor directement, et on va utiliser la commande /generate cursor rules qui va permettre de générer les cursor rules par rapport aux documents qu'on a créés précédemment avec notre modèle de raisonnement complexe. Et là déjà ça paraît un peu magique, et franchement ça va vous demander beaucoup de temps de réflexion en amont, mais en vérité oui, une fois que vous allez commencer à construire, vous allez vous rendre compte que tout est bien réfléchi et que ça va se découler assez facilement. Le second conseil, partir d'un template. Bon, ce conseil, c'est mieux s'il est cumulé avec le premier, mais le premier peut permettre de créer un template, en quelque sorte. Donc c'est pas obligatoire. Pour autant, je recommande d'utiliser au moins le conseil 1 ou au moins le conseil 2. Si vous avez un template, si vous avez des bonnes cursor rules, normalement, vous n'avez pas forcément besoin d'un plan d'implémentation, ou surtout si vous y connaissez déjà un peu en dev, ça devrait suffire. Si vous voulez partir de zéro, que vous n'avez pas de template et que vous êtes prêt à construire une stack technique autour de votre produit, ce qu'on est censé faire normalement, eh bien le mieux c'est de partir avec le conseil numéro 1 et pas forcément le 2. Conseil numéro 3, votre architecture doit être modulaire, et ça c'est hyper important, il faut absolument le dire à Cursor. Dans tous les documents que vous lui donnez, dans la stack technique, dans les cursor rules, il doit être au courant qu'il faut qu'il réfléchisse de manière modulaire. On veut pas de fichier monolithique. Si votre fichier JavaScript fait plus de 1000 lignes, c'est pas bon. C'est le cas si vous faites du dev classique ou du vibe coding, c'est la même chose. Dans des très rares situations, ça peut éventuellement marcher. Si vous savez que vous allez juste faire un prototype, il va jamais aller plus loin que le prototype. Là, ok, on peut se dire je vais faire un fichier JavaScript de 1000 lignes. Moi, en tant que product manager, ça peut m'arriver de faire ça. Quand je veux juste montrer un petit proto à mon équipe, qu'on le valide ou qu'on l'invalide, mais que je sais qu'au final, c'est pas moi qui vais coder par la suite. Mais on est quand même sur des cas d'usage très spécifiques. Et le fait d'avoir une architecture modulaire, ça va surtout vous permettre de faire manger moins de tokens à votre IA, parce que quand vous allez lui demander, lui poser une question
question. Il va juste avoir à se renseigner sur la fonctionnalité qu'il a développée pour essayer de la débugger, par exemple. Donc il a juste besoin du contexte de quelques fichiers au lieu de prendre tout le contexte d'un énorme fichier. Et en plus de ça vous permet aussi de moins vous y perdre. Vous savez à peu près quel fichier fait quelle fonctionnalité. Et pareil pour votre modèle, lui aussi c'est vraiment quel fichier a quelle fonctionnalité, etc. Bon, conseil numéro 4, on y est, utiliser des modèles de raisonnement complexes. Et ce, pas forcément juste au début, quand vous allez devoir créer votre PRD, votre plan d'implémentation, etc. Mais aussi quand vous allez devoir réfléchir à une nouvelle fonctionnalité, quand vous avez besoin d'avoir une vision un peu plus macro sur un sujet, ou de réfléchir à du fonctionnel. Ça vaut le coup de lui demander, parce que contrairement au modèle de base, il va pas vous répondre tout en réfléchissant, et donc pas vraiment se poser de questions sur ce qu'il pond. Alors c'est plus ou moins vrai, mais enfin... comprenez l'idée, il va vraiment réfléchir à la réponse qu'il va vous donner et avoir un vrai processus de réflexion qui va faire que on va réfléchir à tous les potentiels effets secondaires qui peuvent avoir lieu par rapport à une première réponse qu'il pensera vous donner. Donc il va vraiment aller pousser la réflexion plus loin et pour vous ça va être très intéressant. Et potentiellement oui ça peut prendre 1 minute, mais franchement est-ce que vous êtes à 1 minute près pour avoir une bonne réponse? Une réponse hyper valable à ce niveau-là, franchement je suis pas sûr. Petit conseil bonus, si vous bloquez en utilisant un modèle en particulier, donc GPT-5 ou alors Claude Sonnet, enfin bref, n'hésitez pas à utiliser un autre modèle parce que parfois ça suffit juste à débloquer la situation, changer de modèle peut vous permettre de débloquer un bug, quelque chose comme ça. Conseil numéro 5, un des plus importants aussi, apprendre en vibe codant. Bon, vous avez réussi à expliquer à votre curseur ce que vous voulez et lui va vous construire la technique, mais maintenant moi je vous conseille quand même de lire toutes les indications qu'il va vous donner sur comment il procède, sur comment c'est effectué, etc. pour vraiment que vous compreniez comment va fonctionner votre application. Et je vous conseille même de lui poser des questions sur comment ça marche et parfois, quand vous voyez qu'il hésite ou qu'il a fait quelque chose dont vous n'êtes pas forcément très sûr, alors ça vous en rendrez un peu plus compte si vous avez plus d'expérience, mais lui poser la question de pourquoi il a fait ça comme ça, quels sont les effets secondaires de faire ça comme ça, et est-ce qu'il y aurait une meilleure manière de le faire. Et après, ce sera à vous de voir par rapport aux avantages et inconvénients si vous voulez rester sur la première option qu'il vous a donnée, ou si ça vaut le coup de partir sur une seconde. Et le but, c'est pas de comprendre chaque ligne de code, ça c'est pas forcément utile, mais plutôt chaque bloc fonctionnel, la manière dont il fonctionne, ça c'est pour le coup très utile. Et du coup j'ai un peu combiné le conseil 5 et le conseil 6, mais le conseil 6 c'était de questionner l'IA, de la remettre en question et de pas forcément toujours croire ce qu'elle dit à la lettre. Donc voilà, demandez-lui s'il n'y a pas d'autres solutions, quels sont les effets positifs et négatifs de l'implémentation qui est proposée, ce genre de choses. Par exemple, moi quand j'ai voulu optimiser la manière dont j'ai fait le SEO de Problem Sifter, qui est mon 3e SaaS que j'ai construit et pour lequel vous avez aussi des vidéos sur la chaîne, eh bien je suis passé par plusieurs étapes parce que au début, il me conseillait certaines manières d'afficher mes articles qui au final n'étaient pas terribles en termes de SEO et je m'en suis rendu compte parce que je voyais que ça pouvait avoir des effets secondaires indésirables et j'ai demandé plusieurs fois à comment l'améliorer, etc. Et on a fini par trouver une option qui est vraiment parfaite, qui personnellement me convient parfaitement pour afficher mes articles sur Problem Sifter. Donc franchement, n'hésitez pas à le remettre en question si vous voyez qu'il y a moyen de faire mieux, si vous n'êtes pas certain que l'option fournie est vraiment la meilleure. Bon, je suis au montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié le conseil numéro 7, et pourtant, il est basique, mais quand même très important. À chaque fois que Cursor vous fait une modification, une nouvelle feature, etc., eh bien, il faut que vous assuriez qu'elle soit fonctionnelle et que vous la testiez avant de passer à autre chose. Parce que forcément, ça sera plus compliqué de débugger quelque chose que vous avez fait il y a 2 jours en arrière plutôt que quelque chose que vous avez fait il y a quelques secondes. C'est aussi important parfois de faire des tests de non-régression pour vous assurer que tout est fonctionnel. Parce que oui, ce que vous faites en coding classique est aussi valable en vibe coding. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le cas où vous ne savez pas comment tester, vous pouvez juste lui demander. Et ça peut un peu aller de pair avec mon conseil numéro 8, qui est le fait de se dire que si vous bataillez pendant trop longtemps sur un sujet, donc un peu comme moi ça m'est arrivé finalement avec ce sujet de SEO dont je parlais d'affichage de mes articles sur Problem Sifter, si vraiment vous galérez pendant trop longtemps, parfois ça vaut le coup de juste reprendre le sujet de zéro parce que vous allez rajouter du contexte, et finalement l'IA sait même plus trop ce qu'elle doit corriger. Ça devient un peu abstrait pour elle, donc repartir de zéro, et même en reformulant la demande avec les connaissances que vous avez engrangées sur ce qui marche et ce qui marche pas, c'est parfois hyper intéressant et hyper productif. Et pour ça, vous avez 2 options. Vous avez le bouton Restore Checkpoint directement sur Cursor, ou alors vous pouvez juste reprendre une version précédente sur GitHub et potentiellement démarrer un nouveau chat pour partir sur une base scène. Et donc le conseil numéro 9, logiquement, vous l'avez peut-être vu venir, ça va être d'utiliser GitHub, utiliser Git, faire du versionning de vos projets. Chaque fois que ça fonctionne et qu'on a bien avancé, on fait une sauvegarde sur GitHub. Bon, ça paraît encore une fois évident pour tous les devs, mais en vibe coding, c'est la même chose. C'est très important de toujours veiller à faire des sauvegardes sur Git. C'est comme dans Pokémon, vous sauvegardez chaque fois que vous avez passé une étape importante ou avant chaque étape importante. Le mieux, c'est de le faire dans les 2 cas.
Par exemple, si vous allez affronter le Mewtwo que vous voulez capturer et que vous le tuez malencontreusement, eh ben vous serez content de pouvoir reprendre votre sauvegarde. Donc on sauvegarde avant et après chaque grand changement, on sauvegarde même tout le temps si on peut, à chaque fois qu'on a un truc qui fonctionne, on sauvegarde. Et si vous savez pas comment utiliser Git, eh ben c'est très simple, vous pouvez demander à ChatGPT. Bon, conseil numéro 10, 90% du temps, si vous avez des erreurs, il suffit juste de faire un screenshot ou copier-coller l'erreur dans ChatGPT, enfin dans votre curseur plutôt, et vous n'avez même pas besoin de poser la question et il va directement répondre et corriger l'erreur. Donc en général, ça sert à rien de se prendre vraiment la tête avec les erreurs, vous n'avez pas besoin de les décrire ou pas besoin de plus vous renseigner dessus. Je sais que ça peut paraître un peu abusé de dire ça pour certains devs, mais en général, vous copiez l'erreur, vous la mettez dans votre curseur et il va corriger l'erreur sans problème dans 90% des cas. Ou alors en plusieurs étapes, mais il va finir par le faire. Et si vous êtes dans 10% des cas, eh bien on revient au conseil plus haut, on essaye avec une autre IA, on prend un peu plus de vision macro, on repart avec une conversation de zéro, il y a plusieurs moyens de débugger dont je vous ai parlé juste avant. Conseil numéro 11, hyper important aussi, ne pas trop s'éparpiller. Si vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités, ça sert à rien de les développer dès maintenant, mettez-les de côté, réfléchissez-y plus tard avec un modèle de raisonnement complexe et vous obtiendrez un résultat qui sera bien plus satisfaisant que si vous vous éparpillez à chaque fois, que vous finissez pas vos sujets et vous allez vous rendre compte que rien ne fonctionne réellement. Donc c'est important de bien prioriser. Alors dans le cas où vous avez une nouvelle idée que vous estimez vraiment être beaucoup plus importante que les précédentes, si vous n'avez pas fini votre plan d'implémentation, ça me paraît compliqué de se dire qu'elle est plus importante que les précédentes, mais ok, et bien à ce moment-là, prenez encore une vision macro, assurez-vous d'avoir une sauvegarde qui est bien fonctionnelle avant de partir sur cette nouvelle fonctionnalité et partez sur des bases saines. Bon, le conseil numéro 12, c'est probablement le conseil le plus universel, celui que vous allez trouver évident peut-être, en tout cas je l'espère, c'est d'être très verbeux avec votre curseur ou votre Windows Surf et de juste donner un maximum de contexte et un maximum de données pour qu'il puisse agir de la bonne manière. N'hésitez pas vraiment à le bombarder de texte. Et d'ailleurs, si vous êtes très feignant, vous pouvez aussi utiliser Super Whisper qui vous permet via, donc je crois que c'est surtout sur Mac, mais bref, via les commandes options et espace, de parler directement à curseur et d'avoir la transcription de ce que vous dites en forme de texte. Et donc vous allez gagner beaucoup de temps et vous aurez un peu moins la flemme d'être très verbeux. Mais c'est très important de vraiment beaucoup décrire ce que vous voulez et de pas juste mettre 2 lignes de texte à chaque fois que vous voulez faire un truc. Plus vous allez décrire, plus vous aurez un résultat proche de ce que vous souhaitez. Parce que l'IA est pas dans votre tête et donc vous avez besoin de lui expliquer tout ce qui est dedans. Bon, c'était pas simple cette vidéo parce qu'il y a énormément de conseils qu'on peut utiliser. Il y en a qui sont assez basiques, il y en a qui sont beaucoup plus avancés. Et pour autant, j'ai essayé de rester sur des niveaux de conseils qui sont peut-être pour des niveaux un peu universels, importants à savoir, mais pas forcément trop techniques. Et j'ai surtout pensé à vous lister ceux qui pour moi sont les plus sous-cotés, que je vois pas forcément être les plus utilisés, alors que personnellement, c'est ceux qui me permettent de vraiment bien vibe coder. Si vous voyez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds pas forcément à tous, mais je les lis tous. Et si vous voulez voir exactement comment tout ça est mis en place dans un autre exemple, vous avez une autre vidéo sur la chaîne qui est disponible. Prochainement, je referai un guide un peu plus complet, donc probablement une très longue vidéo de comment bien coder un projet de A à Z. Et donc vous pouvez vous abonner pour voir ça prochainement. Prenez des risques et kiffez, à bientôt sur la chaîne.